Il y a 50 000 ans, tous les humains vivaient comme ça. Pas de maison, pas de supermarché, pas d'hôpitaux, juste la forêt, les animaux et l'instinct de survie. Aujourd'hui, sur cette planète de 8 milliards d'individus connectés, il reste un peuple qui vit encore exactement de cette façon. Ils s'appellent les Hadza. Et ils sont peut-être les derniers. Si ce genre de voyage dans le temps vous fascine, si vous aimez les documentaires qui vont là où personne d'autre n'ose aller, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On publie régulièrement et ce que vous allez voir dans les prochaines minutes va changer votre façon de voir l'humanité. Maintenant, direction la Tanzanie. Le lac Eyasi, nord de la Tanzanie. C'est ici que les Hadza vivent depuis plus de 50 000 ans, sans interruption, sans migration, sans évolution majeure de leur mode de vie. Ils ont fait leur premier contact avec le monde moderne il y a seulement 150 ans, une infime fraction de leur histoire, un battement de cils dans l'évolution humaine. Ils parlent le Hadzan, une langue unique au monde avec des sons cliquetés qu'aucune autre langue ne possède. Ils ne cultivent pas, ils ne stockent pas, ils ne pratiquent pas l'élevage, ils chassent, ils cueillent, chaque jour depuis toujours. Avant l'aube, le camp s'éveille. Sakuro crie pour réveiller les chasseurs. Il fait encore nuit. Les étoiles sont encore visibles. Les Hadza ne partent jamais à la chasse à la légère. Chaque flèche est précieuse. Il faut des heures pour en fabriquer une seule. Du bois soigneusement sélectionné, raboté jusqu'à être aussi droit et léger que possible. Des plumes d'oiseaux attachées à l'arrière pour stabiliser le vol. Une pointe taillée à la main, et sur chaque flèche, un motif unique, une signature, pour qu'on sache à qui elle appartient si elle se perd dans les broussailles. Ce ne sont pas des outils, ce sont des œuvres d'art utilitaires. Le groupe se divise. Les chiens partent en éclaireur. Les chasseurs suivent en silence. Dans ce terrain vaste et imprévisible, les chiens sont leurs yeux et leurs oreilles. Ils couvrent plus de terrain. Ils reniflent ce que les humains ne peuvent pas voir. La stratégie de chasse des Hadza n'a pratiquement pas changé depuis des millénaires. Ils lisent le sol, ils lisent les arbres, ils lisent le comportement des animaux avec une précision que nulle école ne peut enseigner. C'est un savoir transmis de père en fils depuis des générations si nombreuses qu'on ne peut plus les compter. Quelque chose frappe immédiatement le visiteur non initié, l'eau. Les Hadza boivent ce qu'ils trouvent, des flaques, des rivières boueuses, sans filtration, sans ébullition, sans hésitation. Leur système immunitaire, façonné par des dizaines de milliers d'années de contact avec ces bactéries et ces parasites, gère ce que le nôtre ne pourrait pas tolérer. C'est une adaptation biologique aussi profonde que celle des Bajos avec l'océan. Le corps humain, donné suffisamment de temps, trouve toujours un chemin. Les premières heures de chasse sont intenses. Les chiens flairent quelque chose sous les rochers. Un chasseur enfonce un long bâton dans un trou. Un autre dégage des pierres à main nue. Un garçon glisse son corps entier dans un espace entre deux rochers, disparaît complètement et réapparaît de l'autre côté. C'est un daman des rochers. Petit mammifère qui vit dans les failles rocheuses. Pas spectaculaire, mais c'est de la nourriture.
En 7 heures de marche, soit plus de 36 000 pas dans un terrain difficile et épineux, ils en capturent 3. 3 animaux pour nourrir un groupe entier. Un chasseur fabrique du feu en moins d'1 minute, juste en faisant tournoyer rapidement une flèche entre ses paumes sur un morceau de bois sec. Pas d'allumettes, pas de briquet, pas de gaz, juste la friction, la technique et des années de pratique. Il y a quelque chose d'hypnotique à regarder qu'un créer du feu depuis rien. Quelque chose qui nous rappelle que nous aussi, quelque part dans notre histoire, nous savions faire ça. Le miel est leur or liquide, riche en énergie, vital dans un environnement où chaque calorie compte. C'est la nourriture la plus consommée par les Hadza, et c'est aussi leur monnaie d'échange avec le monde extérieur. Pour l'atteindre, un chasseur taille des encoches dans le tronc avec une machette, grimpe à 20 mètres de hauteur, allume un bâton fumant pour calmer les abeilles et plonge le bras dans la ruche. Il se fait piquer de nombreuses fois. Il ne réagit pas. La douleur est réelle. Mais pour les Hadza, la douleur n'est pas un signal d'arrêt. C'est une information parmi d'autres dans un monde qui en demande constamment. Pendant que les hommes chassent, les femmes récoltent. Racines, tubercules, fruits sauvages, baies, tout ce que la terre donne spontanément. C'est un partage des rôles aussi ancien que l'humanité elle-même. Pas une hiérarchie, une complémentarité. Chacun apporte ce qu'il sait trouver. Et à la fin de la journée, tout est partagé. Ce que les hommes ont chassé, ce que les femmes ont cueilli, ensemble. La deuxième nuit, la chasse aux babouins. Les babouins sont intelligents, sociaux, organisés. Ils se préviennent mutuellement du danger. Ils mémorisent les menaces. Ils s'adaptent. En silence absolu. Leurs pieds nus trouvent instinctivement les endroits silencieux sur le sol. Ils communiquent sans mots, avec des gestes, des regards, des mouvements imperceptibles. Les babouins ont gagné, pas parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils sont plus adaptables. Des dizaines de kilomètres parcourus, des centaines de milliers de pas dans une savane hostile, et le babouin n'a jamais été attrapé. Pas de frustration visible, pas de découragement. Ils savent que la chasse est ainsi. Certains jours on attrape, d'autres jours les animaux sont plus malins. On revient demain. On essaie autrement. C'est peut-être la leçon la plus profonde des Hadza. Pas la technique de chasse, pas la façon de faire du feu, mais cette relation au temps et à l'échec qui n'existe pas dans notre monde. Les enfants observent tout. Ils regardent les adultes tailler les flèches. Ils regardent comment on lit les traces, comment on fait du feu, comment on grimpe aux arbres pour le miel. Ils apprennent en faisant, pas en classe, pas avec des livres, en étant là à côté des adultes dans la vraie vie. Quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils ne comprennent pas la question. Pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce qu'ils n'ont pas de concept de futur. Il y a le présent, la chasse d'aujourd'hui, le repas de ce soir, le feu de cette nuit, et c'est suffisant.
Les Hadza ne comptent pas au-delà Hadzan. Il y a un mot pour un et un mot pour deux. Pour tout ce qui dépasse, ils utilisent des termes généraux. Beaucoup, peu, suffisant, pas suffisant. Pas de calendrier, pas d'horloge, pas d'anniversaire, pas de rendez-vous. Le temps n'est pas une ressource à gérer. C'est un flux dans lequel on vit. Et cette façon d'habiter le temps, radicalement différente de la nôtre, produit quelque chose qu'on voit sur les visages. Une absence d'anxiété chronique, une présence totale dans le moment. Peut-être que nous avons perdu quelque chose en apprenant à compter les heures. En une seule journée, 2 hommes construisent une maison complète. Pas de ciment, pas de bois traité, pas d'outils électriques. Des branches courbées et tressées pour la structure, de l'aloe véritable sauvage à la base pour l'isolation, des feuilles et de l'herbe pour le toit, des fleurs blanches pour la touche finale. C'est offert à un jeune père et sa famille. Pas vendu, offert. Dans ce monde sans argent, sans banque, sans système numérique de valeur, on donne ce qu'on sait faire. Mais ce monde est en danger. En 50 ans, les Hadza ont perdu 90% de leurs terres. Les tribus voisines coupent les arbres, chassent les animaux, transforment les territoires de chasse en zones agricoles. Et chaque hectare de forêt qui disparaît rend la survie un peu plus difficile pour les Hadza. Leurs terres rétrécissent, les animaux se font plus rares, et la tentation pour les jeunes générations de rejoindre les villes se fait de plus en plus forte. Le mode de vie Hadza, inchangé depuis 50 000 ans, pourrait ne pas survivre encore 50 ans. Les Hadza sont une fenêtre sur ce que nous étions tous avant les villes, avant l'agriculture, avant les marchés et les écrans. Ils ne sont pas des curiosités exotiques à photographier. Ils sont des humains qui ont trouvé un équilibre avec leur environnement et qui le maintiennent depuis plus longtemps que n'importe quelle civilisation connue de l'histoire. Et si leur façon de vivre disparaît, nous perdrons quelque chose d'irremplaçable. Pas seulement une culture, pas seulement une langue ou des techniques de chasse. Nous perdrons une preuve vivante de ce que l'humanité peut être quand elle vit à l'intérieur de ses moyens. Si ce documentaire vous a emmené quelque part d'inattendu, si la façon de vivre des Hadza vous a fait réfléchir à la vôtre, alors il y a quelque chose de simple que vous pouvez faire maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo autour de vous. Chaque abonnement, chaque partage nous permet de continuer à aller documenter ces peuples, ces cultures, ces façons d'être au monde qui risquent de disparaître. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus touché, ce que vous avez appris, ce qui a changé dans votre façon de voir. On lit tout, on répond à beaucoup, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.